Elle avait exactement 3 secondes pour faire un choix qui la ferait soit tuer ou changer l'entier monde souterrain de Chicago pour toujours. L'homme à la table 4 n'était pas juste un client. Il était Luca Romano, le fantôme le plus dangereux de la ville. Et la femme lui tenant la main, elle ne le regardait pas avec amour. Elle regardait l'horloge. Quand vous êtes une serveuse, vous êtes invisible. Les gens disent des choses devant vous qu'ils ne chuchoteraient jamais dans un confessionnal. Mais ce soir, le secret n'était pas une affaire. C'était une exécution. Et les tireurs étaient déjà à la porte arrière. La salle Onyx sentait toujours l'huile de truffe, la cologne chère et la peur. C'était le genre d'endroit où l'élite de Chicago venait couper des accords et où l'éclairage était gardé assez faible pour cacher les péchés des hommes les plus puissants de la ville. Maya ajusta son tablier, le tissu raide creusant dans sa taille. C'était mardi. D'habitude une nuit lente, mais la table 4 était occupée. C'était toujours occupé quand il entrait. Luca Romano, vous n'aviez pas besoin de lire les journaux pour savoir qui Luca était. Vous deviez juste le regarder. Il ne se portait pas comme un voyou. Il bougeait avec la grâce létale d'un prédateur apex qui avait il y a longtemps oublié ce que ça faisait d'être chassé. Il portait un costume anthracite qui probablement coûtait plus que l'année entière de loyer de mire, taillé pour cacher le pistolet que tout le monde savait qu'il portait. Assise en face de lui était Sienna. Elle était nouvelle. Luca passait par les femmes comme il passait par le scotch rapidement et sans beaucoup d'arrière-goût. Mais Sienna semblait différente. Elle était un mannequin ou peut-être une influenceuse. Le genre de femme qui avait l'air d'être en permanence sous une lumière annulaire. Cheveux blonds en cascade en vague parfaite. Diamants scintillants à sa gorge. Pour n'importe qui d'autre dans le restaurant, ils avaient l'air d'un couple puissant en rendez-vous. Mais Maya avait servi des tables à l'Onyx pendant 5 ans. Elle connaissait le rythme d'un rendez-vous, ou elle connaissait le rythme d'une dispute, et elle connaissait le rythme d'une trahison. « Plus de vin, monsieur ?» demanda Mir, sa voix ferme. Être invisible était son super pouvoir. Les serveuses faisaient partie du mobilier. « Laissez la bouteille, » dit Luca. Sa voix était un grondement bas, comme une voiture de luxe au ralenti. Il ne la regarda pas. Ses yeux sombres étaient fixés sur Sienna, l'étudiant avec une intensité qui aurait fait s'effondrer une femme moindre. Maya plaça la bouteille de Barola sur la table, ses yeux clignotant instinctivement vers Sienna. La main de la femme tremblait, juste un micro-tremblement, frappant à peine le pied de son verre à vin. Ses yeux continuaient de se diriger vers les lourds rideaux de velours qui couvraient l'entrée principale, puis vers son téléphone, qui était posé face vers le bas sur la nappe. Maya recula, s'estompant dans les ombres près de la station de service. Elle regarda. Sienna prit son téléphone. Elle ne le déverrouilla pas. Elle tapota juste l'écran pour vérifier l'heure. Raclement de gorge, 20h14. Elle le fit à nouveau 10 secondes plus tard, 20h14. « Tu es distraite ce soir, Toro, » dit Luca. Il prit une gorgée de son vin, son regard ne quittant jamais son visage. « Le risotto n'est pas à votre goût? »« Non, c'est parfait, Luca. » Sienna balbutia, offrant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux terrifiés. « J'ai juste un mal de tête, les lumières sont un peu vives. » La salle Onyx était pratiquement sombre. Maya sentit un picotement froid à la base de son cou. Elle marcha vers la cuisine pour attraper une carafe d'eau, passant la table 4 à nouveau. Comme elle le fit, le téléphone de Sienna s'illumina avec une notification. Il était face vers le haut maintenant. Maya avait la vision de la 20e 2020. Le texte était court, brutal et clair. Expéditeur inconnu, paquet sécurisé. Sortir par la cuisine dans 5. Dégager la ligne. Maya se figea pour une fraction de seconde. Dégager la ligne, cela signifiait sortir du chemin. Elle poussa à travers les portes battantes dans la cuisine. Le bruit la frappa, chef criant, casserole grésillant. Mais quelque chose était mal ici aussi. La porte arrière, d'habitude maintenue ouverte pour les fumeurs, était fermée hermétiquement.
Un nouveau plongeur, un gars nommé Kel, qui avait commencé il y a 3 jours, se tenait à côté, textant furieusement. Il leva les yeux quand Mia entra, ses yeux durs, scannant son visage. Il ne lavait pas la vaisselle. Il gardait la sortie. Le cœur de Mayer martelait contre ses côtes. C'était un coup monté, un mouvement de pince. Ils allaient frapper Luca Romano juste ici au milieu du service de dîner. Si les tireurs entraient par l'avant et l'arrière, tout le monde dans les tirs croisés serait des dommages collatéraux, y compris elle. Elle attrapa la carafe d'eau, ses mains tremblant. Elle devait sortir. Elle pourrait juste se glisser dans le vestiaire, grimper par la petite fenêtre et courir. Elle ne devait rien à Luca Romano. Il était un mafieux, un criminel. Des hommes comme lui mouraient dans des restaurants comme celui-ci tous les 2 mardis dans les livres d'histoire de Chicago. Mais alors elle se souvint de la façon dont il l'avait pourboiré la semaine dernière. 300 $ sur une note de 50 $ parce qu'il avait remarqué qu'elle boitait d'un double cœur. Il l'avait regardé dans les yeux. « Alors tu achètes de nouvelles chaussures », il avait dit. Pas un ordre, mais une gentillesse. Elle regarda à travers la fenêtre hublot de la porte de la cuisine. Sienna se levait. « Je vais juste aux toilettes des dames, Luca », dit Sienna, attrapant son sac à main. « Je serai juste de retour. »« Prenez votre temps, » dit Luca. Il fit tournoyer son vin, il raclement de gorge. « Si va, ça. » Ne savait pas. Il était l'homme le plus dangereux de la ville, et il était assis là comme un canard dans un baril parce qu'il faisait confiance à la jolie fille dans les diamants. Sienna n'allait pas à la salle de bain. Elle dégageait la ligne. Une fois qu'elle serait loin de la table, les balles commenceraient à voler. Maya regarda la pile de serviettes sur la station des serveurs. Elle attrapa un stylo. Sa main plana. Si elle faisait cela, elle était impliquée. Si elle faisait cela, elle déclarait un côté dans une guerre qu'elle ne comprenait pas. Si elle ne faisait pas cela, il était mort en 60 secondes. Elle griffonna vite. L'encre saignait légèrement dans le papier épais. « Votre petit ami vous a vendu. Ils sont en position. » Elle plia la serviette. Raclement de gorge, 1 fois, 2 fois. Cela ressemblait à un morceau de poubelle ou à un sous-verre. Elle prit une profonde inspiration, lissant son visage dans le masque de la serveuse invisible. Elle retourna sur le plancher. Sienna était à mi-chemin des toilettes, marchant d'un pas rapide, la tête baissée. Elle ne regarda pas en arrière vers Luca. Maya approcha la table 4. Luca regardait son téléphone maintenant, ennuyé. « Addition, monsieur ?» demanda Maya. Luca leva les yeux, ennuyé. « Je n'ai pas demandé l'addition. Nous ne sommes pas finis. »« Je pense que vous voudrez ceci, monsieur, » dit Maya, sa voix tombant à un murmure qui coupait à peine la musique de jazz ambiante. Sur la maison. Elle glissa la serviette pliée sous son verre à vin. Elle pressa son pouce dessus pour une fraction de seconde, bloquant les yeux avec lui. « Lisez-le, » elle murmura sans voix. « Maintenant !» Luca fronça les sourcils. L'irritation dans son visage passa à la confusion. Comme il vit la terreur dans les yeux de la serveuse à quelque chose de plus aiguisé, l'alerte. Il ne le déplia pas immédiatement. Il le couvrit avec sa grande main, le faisant glisser de la table et dans ses genoux en un mouvement fluide, invisible par la pièce. Il regarda vers le bas. Maya regarda la transformation. C'était instantané. Le dîneur ennuyé et riche disparut. Le prédateur revint, sa mâchoire se serra, les muscles se contractant. Il ne regarda pas la salle de bain où Sienna avait fui. Il ne regarda pas la cuisine. Il regarda Maya. « Où ?» demanda-t-il. « Un mot ?» Pas de souffle. « Porte de cuisine et avant. » Elle chuchota, remplissant son dos d'une main ferme malgré l'adrénaline inondant ses veines. Le plongeur est l'homme de l'intérieur. Luca hocha la tête, un micro-mouvement. « Mettez-vous derrière le bar, » ordonna-t-il, sa voix dépourvue d'émotion. « Restez au sol, monsieur Romano. Allez. » Maya se tourna et marcha vers le lourd bar en acajou. Alors qu'elle bougeait, elle vit Luca se lever.
Il ne chercha pas une arme, il ne courut pas. Il boutonna simplement sa veste de costume et prit son couteau à steak. C'était un morceau de coutellerie dentelé à manche lourde. À cet exact moment, les portes de la cuisine s'ouvrirent en éclatant. Carol, le plongeur, sortit. Un pistolet mitrailleur supprimé levé. Simultanément, les lourds rideaux de velours à l'entrée principale furent déchirés de côté par deux hommes en masque de ski. Sienna, debout près du couloir de la salle de bain, cria. Un faux cri théâtral destiné à signaler le début du chaos. Mais Luca n'était plus sur la chaise. Avant que Cale ne puisse lever le canon, une bouteille de vin vola à travers la pièce, spiralant comme un ballon de football. Elle s'écrasa sur le visage de Cale avec un craquement écœurant de verre et d'os. Le tireur chancela en arrière, tirant une rafale dans le plafond. Le plâtre pleuvait. Pétron cria et plongea sous les tables. Maya sauta par-dessus le bord, atterrissant sur les tapis de caoutchouc, juste au moment où la fenêtre avant se brisa sous une grêle de coupes de feu. Elle se recroquevilla en boule, main sur la tête, écoutant la guerre éclater dans la salle à manger. C'était fort, assourdissante. Le pop-pop-pop-pop des armes supprimées. L'éclatement du cristal cher. Les cris de l'élite. Et puis le silence. Eh bien, pas le silence. Un gémissement. Maya attendit 5 secondes. 10, serveuse. La voix vint de juste au-dessus d'elle. Elle leva les yeux. Luca Romano se penchait par-dessus le bord. Il avait une coupure sur son pommette, saignant lentement, et son costume était couvert de poudre de cloison sèche. Il tenait un pistolet noir qui n'était définitivement pas son couteau à steak. Il devait l'avoir pris sur un des tueurs à gages. Il avait l'air calme, terriblement calme. « Tu vas bien? » demanda-t-il. Maya hocha la tête, incapable de parler. « Bien, » dit Luca. Il atteignit sa poche, tira un clip d'argent et jeta une épaisse pile de billets sur le bord à côté de sa tête. C'était des milliers de dollars. « C'est pour le pourboire. Maintenant, lève-toi. Tu ne peux pas rester ici. »« Pourquoi? » Maya coassa, se tirant vers le haut. « Parce que Sienna n'est pas la seule qui t'a vu me parler, » dit Luca, ses yeux scannant le restaurant ruiné. « Tu viens de me sauver la vie, Maya, ce qui signifie que tu viens de ruiner la leur. Tu es une extrémité lâche maintenant. » Asia se figea. « Comment sais-tu mon nom? » Luca sourit presque. C'était d'une expression sombre et dangereuse. « Je sais tout ce qui se passe dans ma ville, sauf apparemment avec qui ma petite amie couchait. Viens. » Il tendait une main. Elle était tachée de sang. « Si tu restes, la police posera des questions auxquelles tu ne peux pas répondre. Et si les flics ne t'attrapent pas, les hommes qui ont envoyé ces amateurs le feront. » Maya regarda son tablier. Au reste brisé de la salle onyx, au corps mort du plongeur gisant près de la porte de la cuisine. Elle prit sa main. « Où allons-nous trouver qui a acheté les balles? » dit Luca, la tirant par-dessus le bord. « Et tu vas m'aider. » La ruelle derrière la salle onyx était glissante de pluie et de graisse. Luca ne courut pas. Il bougea avec une vitesse terrifiante et efficace, traînant Maya par la main. Ses baskets claquaient contre le trottoir mouillé, son souffle venant par halètements irréguliers. « Ma voiture! » Luca serra les dents, pointant vers une Audi RS7 noir mat garée illégalement près d'une benne. « Montez! Je ne peux pas juste partir, » protesta Maya, la panique perçant finalement à travers l'adrénaline. « Mon sac, mon ID, c'est à l'intérieur. Si tu retournes à l'intérieur, tu es morte, » dit Luca, la poussant dans le siège passager. Il ne claqua pas la porte. Il la pressa fermée jusqu'à ce qu'elle clique, puis sauta par-dessus le capot vers le côté conducteur alors que le moteur rugissait à la vie. Un grognement profond et guttural de 600 chevaux. Des lumières bleues clignotèrent à l'embouchure de la ruelle. « La police! Baissez-vous! » Luca commanda. Maya se recroquevilla dans le plancher. Elle sentit la voiture surgir en arrière, pneus crissants,
puis une secousse violente alors que Luca accrochait une poubelle, faisant tourner la voiture à 182. Il ne prit pas la route principale. Il déchira à travers une clôture en mailles de chaîne, le métal criant contre la peinture, et sortit sur une route de service parallèle à la rivière Chicago. Pendant 10 minutes, le seul son était le moteur et la respiration irrégulière de Mir. Luca conduisit d'une main sur le volant, l'autre pressant un téléphone jetable à son oreille. « C'est moi, dit-il au téléphone. L'Onyx est brûlé. Sienna a tourné. Le plongeur était une plante. Non, je suis de cœur. J'ai une civile. Une pause. Nettoie ça, Silus. Brûle les journaux. Assure-toi que les caméras à l'intérieur du restaurant ont mal fonctionné. » Il raccrocha et jeta le téléphone sur le siège arrière. Finalement, il ralentit, fusionnant sur l'autoroute, se mélangeant avec le trafic de fin de nuit. « Tu peux te rasseoir maintenant, dit-il. » Maya se tira dans ce siège. Elle tremblait. « Qui est Silus? Que signifie nettoyer ça? » Luca la regarda du coin de l'œil. Les lumières de la rue jetaient des ombres rythmiques sur ses traits aigus. Le sang sur sa joue avait séché. Cela signifie t'effacer de la scène de crime. Maya, si la police trouve ton ID, ils te mettent dans un système. Si tu es dans le système, les gens qui ont essayé de me tuer peuvent trouver ton adresse en 5 minutes. Qui était-il? Entrepreneur, mercenaire, dit Luca, ses jointures blanches sur le volant. Mais ils ont été embauchés par quelqu'un qui connaît mon emploi du temps, quelqu'un qui savait que je serais à la table 4. Sienna, chuchota Maya. Sienna était là-bas, corrigea Luca. Elle n'a pas les cerveaux pour organiser un coup comme ça. Elle était juste le système de livraison. Il tira la voiture de l'autoroute, naviguant vers le quartier industriel près des quais. Les bâtiments ici étaient des squelettes du vieux Chicago, usines de briques, châteaux d'eau rouillés. Silence. « Où allons-nous? » demanda Maya, serrant sa ceinture de sécurité. « Maison sûre, dit Luca. Mon penthouse est compromis. Mes clubs sont surveillés. C'est le seul endroit hors réseau. » Il tira dans un garage d'entrepôt quelconque. La lourde porte d'acier claqua fermée derrière eux, les scellant dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'au-dessus, les lumières halogènes H clignotent. L'espace n'était pas un donjon. C'était un bunker de haute technologie déguisé en atelier de mécanique. Des moniteurs bordaient un mur d'armes bordait l'autre. Maya sortit de la voiture, ses jambes tremblantes. « Alors, c'est ça. Je vis juste dans un entrepôt maintenant. »« Pour ce soir, dit Luca, retirant sa veste de costume ruinée et la jetant sur un établi. En dessous, il portait une chemise habillée blanche tachée de poussière de cloison sèche et de sang. Il retroussa ses manches, révélant des avant-bras cordés de muscles et d'encre. « Demain, nous découvrirons qui a signé le chèque pour ces balles. Et toi, il pointa un doigt sur elle, tu vas me dire exactement ce que tu as vu avant que tu laisses tomber cette note. » « Je te l'ai dit Maya, la défensive montant. Elle vérifia son téléphone. « Détail, Mia. » Luca claqua, marchant vers un mini-réfrigérateur et lui jetant une bouteille d'eau. « Le diable est dans les détails. Quelle couleur était la coque du téléphone? Quelle main a-t-elle utilisée? A-t-elle regardé la porte, la fenêtre, le serveur? » Maya attrapa l'eau. Elle ferma les yeux, visualisant le moment. Elle vérifia l'heure 2 fois, 20h14. Puis le texte vint. Elle ne le déverrouilla pas. L'aperçu apparut. Et le plongeur. Cale. Il a commencé il y a 3 jours. Il textait toujours près de la porte arrière. Je pensais qu'il était juste paresseux. Maya marqua une pause, un souvenir faisant surface. « Attends, Luca arrêta de faire les 100 pas. »« Quoi? » »« Hier, dit Maya lentement. Je l'ai vu parler à un vendeur, le gars qui livre le linge, mais ce n'était pas notre gars habituel. C'était un homme en costume gris. Cale lui tendit quelque chose. Une fausse clé peut-être, ou un briquet. C'était petit, argenté. Les yeux de Luca se rétrécirent. Le service de linge est possédé par la famille O'Connor, les Irlandais. Je pensais que vous aviez une trêve. Nous l'avons,
dit Luca sombrement, marchant vers le mur d'armes et tirant une tablette. Où nous l'avions jusqu'à ce soir, il tapota l'écran, faisant apparaître une photo granuleuse d'un homme. Était-ce le gars en costume gris? Maya plissa les yeux. Non, trop vieux. Luca glissa une autre face. Non, il glissa à nouveau. Un homme plus jeune, beau, mais avec des yeux froids et morts. Maya haleta. Lui? C'est lui. Il avait une cicatrice près de son oreille. Luca resta immobile. L'air dans l'entrepôt sembla chuter de 10 degrés. Que Luca dit, sa voix terriblement douce. Est Declan O'Connor, le fils exilé. Il est supposé être à Londres. Pourquoi est-il ici? Il est ici. Luca se tourna vers elle, les yeux flamboyants. Pour commencer une guerre. La maison sûre avait une douche, Dieu merci. Maya se tint sous l'eau bouillante pendant 20 minutes, essayant de frotter le sentiment de mort imminente de sa peau. Elle se changea en un pantalon de survêtement surdimensionné et un T-shirt que Luca lui avait jeté. Il sentait le détergent cher et l'huile d'arme. Quand elle revint dans la pièce principale, Luca n'était pas seul. Un homme était assis sur une caisse, tapant furieusement sur un ordinateur portable. Il était énorme, au moins 6 et 5, avec une tête rasée et une barbe qui atteignait sa poitrine. Il portait un gilet tactique par-dessus un sweat à capuche. Cela devait être Silas. Civil propre, Silas gronda sans lever les yeux. J'ai effacé les flux du restaurant, les ai remplacés par une boucle de mardi dernier. Pour autant que la police sache, les caméras étaient en panne pour maintenance. Et les corps? Luca demanda. Il nettoyait d'un pistolet semi-automatique à l'établi. Les pièces disposées avec une précision chirurgicale. Kell et les 2 tireurs sont dans le four à la ferraille. Pas de dents, pas d'empreintes, Silas dit avec désinvolture, comme si discutant du temps. Il regarda finalement Maya. Alors c'est l'ange gardien. Mia croisa ses bras. Je suis une serveuse, pas un ange. Tu as sauvé le patron, dit Silas. Cela fait de toi une sainte dans cette famille ou une cible. Declan O'Connor, Luca interrompit, réassemblant le pistolet avec un claquement sec. Trouve-moi sa localisation. Déjà dessus, dit Silas. Mais Luca, ça ne s'ajoute pas. Declan n'a pas les flux de trésorerie pour engager une escouade de tueurs comme ça. Cet équipement n'était pas de niveau rue. C'était de qualité militaire. Quelqu'un le finance. Luca marcha vers les moniteurs. Sienna, elle est hors réseau. Silas dit que son téléphone est spam. L'appartement est vide. Mais Silas tapota une touche. Un relevé bancaire apparut sur le grand écran. J'ai suivi un paiement à son compte offshore il y a 3 jours. 200 000. De qui? Compagnie écran, dit Silas. Enregistré au Caïman. Mais regarde le numéro de routage. Luca se pencha. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Ce n'est pas un numéro de routage bancaire. C'est un code de détention. Pourquoi? Demanda Maya s'approchant. Elle ne devrait pas regarder, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était sa vie maintenant. Immobilier, dit Luca. Immobilier commercial haut de gamme. Il se tourna vers Silas, référence croisée ce code avec les ventes de propriétés récentes dans la boucle. Silas tapa, clic, clic, entrée. Un bâtiment apparut, la tour Méridien. Mia fronça les sourcils, le Méridien. C'est là que le sénateur a eu sa levée de fonds le mois dernier. Nous l'avons traiteur. Luca se retourna. Vous avez traiteur un événement au Méridien? Oui, pour le sénateur Thorne. Attends, non, pas Thorne. Sénateur Sterling, se corrigeant pour éviter le nom interdit, c'était énorme, très haute sécurité. Le sénateur Sterling est sur ma masse salariale. Luca marmonna. Pourquoi serait-il impliqué avec Declan? Il n'était pas l'hôte, dit Maya, sa mémoire de serveuse se remettant en marche. Elle se souvenait des commandes, des visages, et qui avait payé la note. L'hôte était un homme nommé Victor. Victor Grell. Le silence s'écrasa dans la pièce, même si Lou s'arrêta de taper. Luca regarda Maya comme si la voyant pour la première fois. Victor Grell est mon partenaire d'affaires. Nous possédons les chantiers maritimes ensemble.
Eh bien, dit Maya, sa voix tremblant mais ferme, il était celui qui écrivait les chèques cette nuit-là, et je l'ai vu parler à Sienna dans le couloir près de la cuisine. Je pensais qu'ils étaient, tu sais, en train de flirter, raclement de gorge, mais elle avait l'air effrayée. Luca claqua son poing sur l'établi en métal. Le son résonna comme un coup de feu. Victor, il siffla. Le salaud avide. Il veut les chantiers pour lui-même. Il a utilisé Declan comme le muscle et Sienna comme la distraction. C'est un coup d'État, dit Silas se levant. Si Victor est derrière cela, il a la moitié des flics de la ville dans sa poche. Nous ne pouvons pas aller à la police. Nous ne pouvons même pas aller aux familles. Victor va le tourner que tu es devenu voyou. Luca arpentait la pièce, l'énergie de prédateur rayonnant de lui par vagues. Il pense que je suis mort. Nous avons l'élément de surprise pour exactement. Il vérifia sa montre. 4 heures jusqu'à ce que le cycle d'actualité du matin ne rapporte pas mon corps étant trouvé. Que faisons-nous? Demanda Maya. Elle voulait rentrer chez elle. Elle voulait nourrir son chat. Mais regardant Luca, voyant l'intensité brute dans ses yeux, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne voulait pas partir. Elle voulait le voir gagner. Nous nous écrasons à une fête, dit Luca, un sourire cruel touchant ses lèvres. Victor organise un gala ce soir au musée d'art pour célébrer sa nouvelle acquisition. Il pense qu'il célèbre ma mort. Nous ne pouvons pas y entrer, Salas avertit. La sécurité sera serrée. Épave faciale. Ils chercheront Luca Romano, le mafieux. Luca dit, marchant vers Maya. Il s'arrêta à quelques pouces d'elle. Elle pouvait sentir la poudre à canon et le savon cher. Ils ne chercheront pas un investisseur riche et sa fiancée. Le souffle de Maya s'accrocha. Son quoi? Tu as besoin d'un relooking, Maya, dit Luca, ses yeux scannant son visage. Ce soir, tu n'es pas une serveuse. Tu es la femme qui va m'aider à brûler l'empire de Victor Grell au sol. La transformation prit 2 heures. Salas connaissait étonnamment un gars qui connaissait un gars. Une styliste fut amenée les yeux bandés. Une femme âgée nommée Coco, qui ne posa pas de questions, juste travailla. Quand Mia se regarda dans le miroir, elle ne se reconnut pas. Son chignon désordonné était parti, remplacé par des vagues sombres et lisses. L'uniforme de serveuse était un souvenir échangé contre une robe de soie bleu nuit qui collait à chaque courbe et avait une fente dangereusement haute sur sa cuisse. Elle portait des saphirs à sa gorge, des vrais froids contre sa peau. Raclement de gorge. Mais la chose la plus dangereuse n'était pas la robe. C'était le pistolet sanglé à sa cuisse intérieure, caché sous la soie. C'est un Sig Sauer P238, Luca lui avait dit, lui tendant la petite arme froide. La sécurité est désactivée. Pointée et serrée. N'hésitez pas. Maintenant, ils étaient à l'arrière d'une voiture différente, une Rolls-Royce Phantom blanche. Luca portait un smoking. Il avait l'air dévastateur comme James Bond. Si James Bond était un sociopathe avec une vendetta. Tu trembles, Luca dit. Il ne se moqua pas d'elle. Il tendit la main et prit sa main. Sa prise était chaude et solide. Je suis terrifié, Maya admis. Je porte des plateaux, Luca. Je ne porte pas d'armes. Ce soir, tu portes ma vie. Luca dit sérieusement. Victor doit croire que je suis inconscient. Nous entrons. Nous sourions. Nous le laissons penser qu'il a manqué. Pendant que nous le distrayons, Salas va pirater la salle des serveurs au sous-sol et télécharger le grand livre, la preuve que Victor a payé pour le coup. Et s'il essaie de te tuer là devant 300 témoins et le maire, il ne le fera pas. C'est un homme d'affaires. Il ne tue que dans l'obscurité. Luca serra sa main. Reste juste à mes côtés. Si je dis cours, tu cours. Tu ne regardes pas en arrière. Tu ne m'attends pas. Je t'ai attendu dans la cuisine, Maya chuchota. Luca regarda et pendant 1 seconde le masque dur glissa. Il y avait quelque chose d'autre là. Gratitude. Affection. Je sais. Ne prends pas l'habitude d'être un héros, Maya. Le plan de retraite est nul. La voiture s'arrêta.
Le flash des caméras pénétra les vitres teintées. « L'heure du spectacle », dit Luca. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent sur le tapis rouge menant à l'Institut d'art de Chicago. Le vent froid fouetta les cheveux de Mir, mais elle tint sa tête haute, canalisant chaque once de confiance qu'elle avait jamais feinte en traitant avec des clients impolis. Les paparazzi devinrent fous. « Monsieur Romano, Monsieur Romano, qui est-elle? Est-ce vrai à propos de la fusillade à l'Onyx? » Lucer les ignora, guidant Mia d'une main possessive sur le bas de son dos. Ils passèrent devant la sécurité, devant les détecteurs de métaux qui bipèrent mystérieusement et furent ignorés. L'argent parle, et dans le grand hall, c'était à couper le souffle. Tour de champagne, orchestre en direct, l'élite de la ville, se mélangeant sous des peintures inestimables. Et là, debout au centre de la pièce, tenant un verre de scotch, était Victor Grell. C'était un renard argenté, beau d'une manière corporative, avec un sourire qui semblait pratiqué dans un miroir. Il riait de quelque chose que le maire avait dit. Puis il vit Luca. La couleur se vida du visage de Victor si vite que c'était presque comique. Son verre s'inclina, le liquide ambré se répandant sur son poignet. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Luca se pencha à l'oreille de Meyer. « Souris, chérie. Il a l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. » Ils approchèrent de Victor. La foule se sépara pour Luca comme la mer Rouge. « Victor, » Luca dit doucement, sa voix portant. « Magnifique fête. J'ai failli ne pas y arriver. J'ai eu un petit problème de service au dîner. » Victor déglutit difficilement, retrouvant son calme. « Luca, j'ai entendu qu'il y avait eu un incident. Je suis si soulagé que vous soyez en sécurité. » Ses yeux se dirigèrent vers Maya. « Et qui est cette charmante invitée? »« C'est Maya, » Luca dit, l'attirant plus près. « Ma fiancée. » Le cœur de Maya martelait, mais elle tendit sa main. « Un plaisir, Victor. Luca m'a tellement dit sur vous. Surtout à propos de combien il vous fait confiance. » C'était une lame enveloppée dans du velours. Victor tressaillit. « Fiancé. » Victor étouffa. « Je ne savais pas que vous étiez sérieux avec quelqu'un après Siena. » Siena était une erreur, Luca dit, ses yeux forant dans ceux de Victor. « J'ai découvert qu'elle était déloyale. Vous savez comment je gère la déloyauté, Victor. » Victor tira sur son col. « Oui, bien sûr. »« Profitez de la fête, Victor, » Luca dit, dirigeant Maya vers le bar. Une fois qu'ils furent hors de portée de voix, Maya laissa échapper un souffle. « Il sait que nous savons. » « Il soupçonne, » Luca corrigea. « Maintenant, il panique. Il va essayer de partir pour passer un appel. Regarde-le. » Maya regarda la réflexion dans le miroir derrière le bar. Victor se déplaçait vers la sortie latérale, celle qui menait au bureau privé. « Il bouge, » dit Maya. « Silas est en position en bas, » Luca dit, touchant son oreillette. « Je dois intercepter Victor avant qu'il n'efface le service. Tu restes ici. Reste public. »« Non, » dit Maya, attrapant son bras. « Il ne va pas au service. Regarde. » Elle pointa discrètement. Victor n'allait pas au bureau. Il signalait à un serveur. Le serveur hocha la tête et se déplaça vers le panneau principal de disjoncteur dissimulé derrière un écran décoratif près de la cuisine. Il ne fuit pas, Maya réalisa, l'horreur lui venant à l'esprit. Il va couper les lumières. S'il coupe les lumières, Luca atteignit sa ceinture. « Il va finir le travail, » dit Maya. « Juste ici. » Soudainement, l'orchestre arrêta de jouer. Un vin de rétroaction aiguë hurla à travers les haut-parleurs. « Utilise la distraction, Luca. Baisse-toi, » Maya, raclement de gorge, cria. Elle le poussa juste au moment où le grand hall plongea dans l'obscurité totale. 3 flashs de bouche illuminèrent la pièce depuis le balcon au-dessus. Bang, bang, bang! La tour de champagne explosa. Des cris éclatèrent. Le chaos était absolu. Maya était sur le plancher, des éclats de verre creusant dans ses genoux. Luca. Une main attrapa son bras dans l'obscurité. Rude, forte. Jetée.
La voix de Luca grogna dans l'obscurité. « Déplacez-vous vers la sortie de secours maintenant. » Ils se bousculèrent à travers l'obscurité. Les rafales staccato de coupe de feu les chassant, ce n'était plus un coup, c'était un massacre. Victor Grell avait décidé de brûler tout le musée juste pour attraper un homme. Ils traversèrent des portes d'urgence dans l'air frais de la nuit de la ruelle arrière. Sayas était là, la Rolls-Royce au ralenti, la porte passager ouverte. « Montez !» Salas rugit. Ils plongèrent dans le siège arrière. Alors que la voiture démarrait dans trombe, Maya regarda Luca. Il ne regardait pas le musée. Il regardait une blessure sur son épaule, une éraflure. Il saignait à nouveau. Il a manqué, dit Luca, l'adrénaline faisant briller ses yeux noirs. Il a manqué à nouveau. Il est fou, Maya allaita. Il a failli tuer le maire. Il est désespéré, dit Luca. Il a arraché son nœud papillon et maintenant j'ai la preuve. Il brandit une petite clé USB argentée. Tu as fouillé sa poche. Maya le fixa. Quand j'ai serré sa main, Luca ricana, bien qu'il grimaçait de douleur. Victor garde toujours ses clés de cryptage sur lui. C'est sa couverture de sécurité. Il brancha la clé dans la console de la voiture. Une liste de fichiers apparut sur l'écran. Cible mariage rouge. Luca Romano. Paiement. Virement bancaire. Moscou. Moscou? Salas demanda du siège avant. Les Russes. Victor ne travaille pas seul. Luca chuchota. Il a vendu Chicago à la Brat. Il regarda Maya. L'espièglerie avait disparu. C'était la guerre. Tu ne peux pas retourner à ta vie, Maya. Luca dit doucement. Pas après ce soir. Ils ont vu ton visage. Tu es dans le jeu maintenant. Maya regarda le pistolet sanglé à sa jambe. Elle regarda le sang sur la chemise de Luca. Elle pensa à son appartement vide, son travail sans issue, l'invisibilité qu'elle avait portée comme un manteau pendant des années. Elle regarda Luca, le monstre qui l'avait traité avec plus de respect en 24 heures que quiconque dans toute sa vie. « Je ne retourne pas », dit Maya, sa voix se stabilisant. « Ah, comment tuons-nous une invasion russe? Ma salse de guerre était un tiller rougier amarré à un quai obscur sur le lac Kame. Il sentait le diesel et le poisson mort. Un contraste marqué avec le luxe du musée, et mais c'était le seul endroit à Chicago où Luca Romano ne pouvait pas être traqué. Luca était assis à une table en métal, la clé USB volée branchée sur un ordinateur portable Toughbook. Son épaule était bandée, le sang blanc contrastant avec sa chemise tactique noire moulante. Les Russes n'envahissent pas seulement, Luca dit, sa voix basse et dangereuse. Ils sont déjà ici. Victor ne leur vend pas seulement du territoire. Il leur vend les codes de l'autorité portuaire. S'ils les obtiennent, ils peuvent déplacer n'importe quoi à l'intérieur et à l'extérieur du Midwest. Drogues, armes, trafic humain. Silas arpentait la petite cabine. Le transfert des codes est prévu pour ce soir à 2h du matin aux gares de triage. Victor rencontre le lieutenant Blata, un gars nommé Vulov. Nous les frappons aux guerres de triage, Luca décida. Il chargea un nouveau chargeur dans son pistolet. Nous tuons Vulov, nous tuons Victor. Nous brûlons les codes. C'est un suicide, Silas dit platement. Ils auront 30 hommes, nous en avons 2, et elle regarda Mia, une serveuse. Mia se leva. Elle portait toujours la robe de soie bleue ruinée, déchirée à l'ourlet pour permettre le mouvement. Elle ressemblait à un ange déchu. « Je peux vous rapprocher, dit Maya. Les 2 hommes la regardèrent. « Les gares de triage, continua-t-elle, son esprit s'emballant. Le bâtiment administratif surplombe les voies d'aiguillage, n'est-ce pas? Il commande un service de traiteur tard le soir tous les jeudis pour les gérants de corps de nuit. Je sais parce que je préparais ces commandes à la charcuterie. Alors, Luca demanda. Alors Maya marcha vers la table, pointant sur la carte à l'écran. La camionnette de livraison est laissée passer par la porte de sécurité sans vérification. C'est la routine, invisible. Raclement de gorge et reniflement. Si nous détournons cette camionnette,
Nous roulons droit au milieu de leur périmètre. Luca étudia son visage. Il y vit de la peur, mais il y vit aussi quelque chose de plus dur. La résolution. Tu ne conduis pas la camionnette, Luca dit. Silas conduit. Tu restes ici. Si Silas conduit, ils le tueront, Maya comptait. Ils connaissent son visage. Il est ton bras droit. Ils ne me connaissent pas. Je suis juste une fille en uniforme. Non, Luca, dit-elle, utilisant son nom avec une familiarité qui fit lever un sourcil à Silas. Tu as dit que j'étais dans le jeu. Laisse raclement de gorge moi jouer. Luca la fixa un long moment. La tension dans la petite cabine était assez épaisse pour s'étouffer. Finalement, il exhala, un son aigu et frustré. « Silas! » Luca aboya. « Donne-lui un gilet pare-balles et trouve un uniforme de charcuterie. » La camionnette de livraison cahota sur les nids de poules de l'entrée du raileur. Maya était au volant, portant une casquette tirée bas et un tablier taché sur son gilet tactique. Luca et Silas étaient cachés à l'arrière, enfouis sous des plateaux de sandwich rassis et des urnes à café. « Aidez !» Le garde à la porte grogna, levant à peine les yeux de son téléphone. Maya tendit un presse-papier, dépôt tardif pour le contremaître. Rosebif et Suisse. Le garde lui fit signe de passer. « Allez-y !» Bâtiment C, elle conduisit à travers le labyrinthe de conteneurs maritimes. La cour était baignée de lumière orange étrange. Elle gara la camionnette derrière une pile de caisses coupant le moteur. « Nous sommes entrés » chuchota-t-elle dans l'oreillette des communications. « Bonne fille » la voix de Luca vint, chaude et stable, à son oreille. « Maintenant reste dans la camionnette. Garde le moteur en marche. » Les portes arrière s'ouvrirent silencieusement. Luca et Silas bougèrent comme des ombres, se glissant dans l'obscurité vers le point de rencontre, une clairière entre deux trains où un SUV noir et une limousine étaient garés. Maya regarda à travers le rétroviseur. Elle vit Victor Grell debout près de la limousine, l'air nerveux. Un homme massif dans un manteau à col de fourrure, Voulov, sorti du SUV. C'était en train de se produire. Puis son téléphone vibra. Pas le téléphone jetable que Luca lui avait donné. Son vrai téléphone, celui qu'elle pensait avoir éteint. Elle regarda l'écran. Un message texte. Senator Sterling. Je sais que tu es dans la camionnette. Maya, regarde à ta gauche. Maya se figea. Son sang se glaça. Elle tourna lentement la tête. Debout sur un conteneur maritime à 50 yards de là se trouvait un sniper. Le viseur laser n'était pas pointé sur elle. Il était pointé sur l'espace entre les trains où Luca marchait. « Luca !» elle cria dans les communications. « C'est un piège. Sterling nous a vendus. Sniper flanc gauche. » Mais il était trop tard. Un projecteur les aveugla d'en haut. Des projecteurs s'allumèrent de toutes les directions, transformant le raileur en jour. « Lâchez vos armes. » Une voix retentit dans un haut-parleur. Ce n'était pas la police. C'était le sénateur Sterling debout sur une passerelle au-dessus des trains, entouré de mercenaires armés. Lucer et Silas étaient exposés en plein air. Des dizaines de points laser rouges dansaient sur leur poitrine. Victor Grell rit, reculant derrière la protection des Russes. « As-tu vraiment cru que je ne savais pas pour la camionnette, Luca? Sterling traque toutes les caméras de la ville. Nous t'avons regardé la volée. » Luca ne lâcha pas son arme. Il se tint dos à dos avec Silas. Maya, Luca dit dans les communications, sa voix étrangement calme. « Conduis. »« Quoi? »« Conduis loin maintenant. Cela se termine ici. »« Je ne te quitte pas, » cria-t-elle, les larmes brouillant sa vision. « Si tu restes, tu meurs, Luca grogna. « Va. » C'est un ordre. Maya serra le volant. Ses jointures devinrent blanches. Elle passa la camionnette en marche arrière. Elle regarda Luca dans le miroir. Il regardait la camionnette, un adieu silencieux dans ses yeux. Elle appuya à fond sur l'accélérateur, mais elle ne recula pas. Elle passa en marche avant et s'enfuit. La camionnette piailla, les pneus fumant, et démarra en flèche. Non pas vers la sortie, mais vers le camion-citerne garé à côté de la limousine. « Maya, non !» Luca cria.
Elle visa la camionnette comme un missile. À la dernière seconde, elle plongea hors de la portière côté conducteur, se repliant et roulant sur le gravier. La camionnette s'écrasa contre le camion-citerne. L'explosion fut fracassante. Une boule de feu éclata, consumant la limousine et projetant les mercenaires sur la passerelle hors de leurs pieds. L'onde de choc éteignit les projecteurs, plongeant la cour dans le chaos et l'obscurité. Le monde ne s'est pas évanoui dans le noir. Il a explosé dans un blanc aveuglant et assourdissant. L'impact de la camionnette heurtant le camion-citerne a envoyé une onde de choc qui a fait trembler les dents dans le crâne de Meyer. Elle avait roulé hors du siège du conducteur une fraction de seconde avant l'impact, heurtant durement le gravier. Le sol lui a déchiré la peau et l'air a été instantanément aspiré de ses poumons par la force pure de l'explosion. Pendant un instant, il n'y a eu qu'un tintement aigu dans ses oreilles, un son qui a noyé le rugissement du feu et les cris des hommes. Maya était recroquevillée derrière la lourde roue d'acier d'un wagon de train. Son corps tremblait de manière incontrôlable. La chaleur était intense, un poids physique pesant sur elle, sentant l'essence et le caoutchouc brûler. Elle haletait pour respirer, goûtant la cendre et le cuivre. Luca, le nom a coupé la désorientation comme un couteau. Elle se redressa, ses membres semblant lourds et étrangers. Le Raylar, il y a quelques instants, un labyrinthe industriel froid, avait été transformé en une vision d'enfer. Le camion-citerne était un brasier imposant, projetant de longues ombres d'encens qui se tordaient et tournaient avec les flammes. L'explosion avait brisé les projecteurs, laissant le Raylar illuminé uniquement par la lueur orange erratique du feu. Des coups de feu éclatèrent à nouveau, mais c'était sporadique maintenant. Confus, les mercenaires étaient désorientés, leur avantage tactique emporté par l'onde de choc. Maya jeta un coup d'œil autour de la roue du wagon de train. La limousine était une épave tordue, engloutie dans les flammes. Elle scanna le chaos, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle devait le trouver. Un mouvement attira son regard près du bord de la zone d'explosion. Une silhouette rampait à travers la poussière et les débris. C'était Victor Grell. Son costume immaculé était carbonisé, ses cheveux argentés, ébouriffés et roussis. Il toussait violemment, se traînant vers un pistolet tombé qui gisait brillant dans la saleté à quelques mètres de là. Il avait l'air pathétique, un roi brisé dans un royaume en ruine. Mais avant que ses doigts ne puissent effleurer l'arme, une botte s'abattit sur sa main. Victor cria. Un rugissement, un son guttural de douleur et de terreur qui perça le rugissement du feu. Maya regarda, le souffle coupé alors que Lucas sortait de la fumée. Il ressemblait à un esprit vengeur surgissant des enfers. Sa chemise tactique était déchirée, révélant une peau maculée de suie et de sang. Il bougeait en boitant, favorisant sa jambe gauche, mais sa main armée était stable comme un roc. Il se tenait au-dessus de Victor, bloquant la lumière du feu, projetant une longue ombre terrifiante sur l'homme qui avait été son frère. « Tu as manqué, » dit Luca. Sa voix n'était pas un cri, c'était un grondement bas et vibrant qui portait une clarté terrifiante. Victor leva les yeux, son visage un masque de désespoir. Des larmes coulèrent sur ses joues tachées de suie. « Regarde, s'il te plaît, tu dois écouter. » C'était Sterling. Il m'a forcé dans un coin. Les Russes, ils ont menacé ma famille. Ils ont tout menacé. « Je suis ta famille, » rugit Luca. Le calme qu'il avait maintenu toute la nuit se brisa finalement, révélant la rage fondue en dessous. « J'étais ton frère, Victor. Nous avons construit cette ville ensemble, et tu m'as vendu. Nous a vendu pour une place à une table qui ne t'appartient pas. » Victor sanglota, serrant sa main écrasée contre sa poitrine alors que Luca reculait. « Je peux le réparer, Luca. Nous pouvons le réparer. Laisse-moi juste. Il n'y a pas de réparation pour une colonne vertébrale brisée. » Luca dit froidement. Il leva son pistolet, visant directement le cœur de Victor. « Adieu, Victor. » Bang!
Le coup de feu craqua dans l'air. Maya tressaillit, fermant les yeux. Mais quand elle les ouvrit, Victor était toujours en vie, recroquevillé dans la saleté. Ce fut Luca qui trébucha. Il s'élança en avant, un regard de choc profond traversant son visage. Il s'agrippa à son flanc, du sang foncé jaillissant instantanément entre ses doigts. Il vacilla, ses genoux fléchissant, et tomba à genoux. « Luca !» Maya cria, le son lui déchirant la gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle sortit de sa couverture en se bousculant, ignorant la chaleur, ignorant le danger. Derrière Luca, émergeant de la fumée noire épaisse comme un cauchemar, se trouvait Vulov. Le massif lieutenant russe était brûlé, la moitié de son visage rouge et boursouflé par la chaleur de l'explosion. Son manteau avait disparu, sa chemise pendait en lambeaux. Dans sa main, il tenait un lourd revolver de gros calibre. La fumée flottait paresseusement du canon. Vulov rit, un son humide et rauque. Mélodrame américain, il cracha, du sang mouchetant ses lèvres. Si ennuyeux, toujours parler, jamais finir. Il arma le chien du revolver pour un second tir. Luca luttait pour lever son arme, son bras tremblant, sa force lui faisant défaut. Il était grand ouvert, un canard assis. Falk nivela le revolver sur la tête de Luca. Décida. Le temps sembla ralentir pour Maya. Elle vit le reflet du feu sur le canon de l'arme de Vulov. Elle vit les yeux de Luca se fermer, acceptant son destin. Non, elle ne pensa pas. Elle ne planifia pas. La peur qui l'avait paralysée toute la nuit s'évapora, remplacée par une fureur blanche et brûlante. Elle n'était pas une serveuse. Elle n'était pas une victime. Elle était la femme qui avait conduit une camionnette dans un camion-citerne. Elle scanna le sol et le vit. Un éclat d'acier tordu et dentelé de débris de la camionnette explosée. Il mesurait environ 1 pied de long. Tranchant comme un rasoir à une extrémité, elle l'attrapa. Le métal mordit dans sa paume, mais elle s'en fichait. Maya sprinta. Elle courut avec une vitesse qu'elle ne savait pas posséder, réduisant la distance entre elle et le Russe. Vulov entendit son cri. Il se retourna, ses yeux s'écarquillant de surprise en voyant la fille en tablier de charcuterie le charger. Il ricana, déplaçant son viseur de Luca vers elle. « Stupide fille !» il tira. La balle lui déchira le bras, l'égratignant. Cela ressemblait à un fer rouge pressé contre sa peau, une ligne de feu brûlante. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne trébucha même pas. Elle entra en collision avec Vulov avec la force d'un train de marchandises. Elle faisait la moitié de sa taille, mais son élan le déséquilibra. Alors qu'ils s'écrasaient ensemble, elle leva l'éclat d'acier dentelé à 2 mains. Avec un cri primal qui résonna à travers la cour en feu, elle enfonça le métal vers le bas. Elle visa l'espace dans son lourd gilet pare-balles, juste sous l'aisselle où les sangles se connectaient. Elle sentit la résistance écœurante de la chair, puis la session, alors que l'acier s'enfouissait profondément. Falk haleta. Le son était humide et horrible. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de choc et de confusion. Il regarda le morceau de métal qui dépassait de lui, puis le visage de Mir, qui était à quelques centimètres du sien. Tordu de rage, il lâcha le revolver, ses mains s'agitant inutilement sur l'éclat, sa force s'écoulant comme l'eau d'un verre fissuré. Il chancela en arrière d'un pas, de 2 pas, puis ses jambes cédèrent. Le géant s'effondra en arrière dans la poussière, gargouillant du sang, levant les yeux vers le ciel enfumé. Maya se tint au-dessus de lui, sa poitrine haletante, ses mains tremblant si violemment qu'elle dut les serrer en poing. Elle fixa le corps, incapable de comprendre ce qu'elle venait de faire. Le silence de l'après-coup descendit, lourd et suffocant. Maya. La voix était faible, à peine un murmure. Elle se retourna. Luca était toujours à genoux, pressant sa main contre son flanc saignant. Mais il ne regardait pas Victor, qui s'était évanoui de peur, ni le Russe mort. Raclement de gorge, et dans sa rage, il la regardait. Ses yeux sombres étaient grands ouverts,
dépouillés de leur cynisme gardé habituel. Il n'y avait plus de froideur, il y avait de l'émerveillement pur et inaltéré. Luca. Maya courut vers lui, tombant à genoux dans la saleté. Ses mains planèrent au-dessus de sa blessure, craignant de le toucher, craignant de le blesser davantage. « Tu es touché. Nous avons besoin d'un médecin. Nous devons partir. » Luca gémit, son visage pâle sous la suie. Mais alors, incroyablement, il sourit. Ce n'était pas son sourire narquois habituel. C'était doux, réel. Il leva une main ensanglantée et lui caressa la joue, son pouce brossant doucement une tache de cendre. « Je t'ai dit de t'enfuir, chuchota-t-il, sa voix rauque. Je t'ai donné un ordre. » Des larmes coulèrent des yeux de Maya, traçant des chemins nets à travers la saleté sur son visage. Elle rit, un son étouffé et hystérique. « Je suis terrible pour prendre des ordres, Luca. Je suis une très mauvaise serveuse. Je me trompe toujours dans les commandes. » Le pouce de Luca caressa son pommette. Il ramena son front pour qu'il repose contre le sien. Alors, « Je suppose, murmura-t-il, fermant les yeux, je devrais te donner une promotion. » Des sirènes commencèrent à hurler au loin, devenant plus fortes. Mais pendant un instant, au centre du raileur en feu, aucun d'eux ne bougea. 6 mois plus tard, la salle Onyx avait rouvert et, si possible, elle était encore plus intimidante qu'avant. Les rideaux de velours étaient plus lourds, l'éclairage plus tamisé, et l'air sentait le triomphe et les truffes. La table 4 était occupée. Elle était toujours occupée les mardis soirs. Luca Romano était assis là, impeccable dans un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus que la plupart des voitures. Il avait l'air plus sain, plus aiguisé. Le seul rappel physique de la nuit où la ville a failli brûler était une fine cicatrice dentelée qui disparaissait dans sa racine des cheveux près de sa tempe. Il fit tournoyer un verre d'eau pétillante, ses yeux scannant la pièce avec l'aisance pratiquée d'un roi observant sa cour. Un serveur approcha la table. Il était nouveau, jeune, nerveux, serrant d'une carte des vins comme un bouclier. Ses mains tremblaient légèrement en posant l'eau. « Voudriez-vous voir la carte des vins, monsieur ?» balbutia le serveur. « Pas besoin, » dit une voix de femme derrière lui. Raclement de gorge. Le serveur sursauta, reculant alors que Maya se glissait dans la banquette en face de Luca. Elle ne portait pas de tablier. Elle ne s'effaçait pas dans l'arrière-plan. Elle portait un blazer blanc structuré qui ressemblait à une armure faite de soie et des diamants scintillant à sa gorge et à ses oreilles. Ses cheveux, raclements de gorge, étaient lâches, tombant en cascade sur ses épaules. Elle n'avait plus l'air invisible. Elle avait l'air de la femme qui possédait le bâtiment parce que techniquement, son nom était sur l'acte. « Le beau 2018 », Maya dit au serveur, sa voix froide et autoritaire. « Et apportez 2 verres, je célèbre. » Le serveur hocha furieusement la tête et s'éloigna en se bousculant. Luca la regarda, l'amusement dansant dans ses yeux sombres. « Que célébrons-nous à Sorrow ?» Il tendit la main à travers la table, prenant sa main. Son pouce effleura l'anneau de platine à son doigt. Pas une bague de fiançailles, mais quelque chose de plus lourd, un symbole de partenariat. Maya sourit. Ce n'était pas le sourire poli de service client qu'elle avait porté pendant des années. C'était un sourire dangereux et connaisseur. Le sourire de la reine de Chicago. « Je viens de recevoir un message sécurisé de Silus, » dit-elle doucement, se penchant. « Ils ont trouvé le sénateur Sterling au Mexique. Les comptes ont été réglés définitivement. » Luca leva un sourcil réellement impressionné. « Tu as autorisé un ordre de nettoyage sur un sénateur sans me consulter? »« J'ai appris des meilleurs, » dit Maya, se penchant en arrière alors que le serveur revenait avec le vin. Elle regarda le liquide cramoisi se verser dans les verres. « De plus, je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Tu as un rendez-vous ce soir. » Luca rit, un son riche et authentique qui fit tourner les têtes dans tout le restaurant. Les gens chuchotaient « C'est lui, c'est elle, le couple qui a brûlé les gares de triage. » Il prit son verre, le levant vers elle,
À la serveuse, murmura-t-il, ses yeux se posant sur les siens avec une intensité qui lui coupait encore le souffle. Maya entrechoqua son verre contre le sien. Au patron, corrigea-t-elle. Il beurre, le vin riche ayant le goût de la victoire. Dehors, le vent de Chicago hurlait, froid et impitoyable. Mais à l'intérieur, à la table 4, ils étaient intouchables. Et c'est l'histoire de comment une seule note sur une serviette a renversé un empire. Cela montre que parfois la personne la plus dangereuse dans la pièce n'est pas celle avec l'arme. C'est celle que vous n'avez jamais remarqué vous regarder. Si vous avez apprécié cette romance mafieuse tordue, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Maya? Fuir ou combattre? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer la prochaine partie de notre saga de contes. Merci d'avoir regardé.